Le 1er août 1914, on apprend que Jaurès est assassiné. C'est presque sans surprise que l'annonce de la mobilisation générale se répand. À 17h, on l'affiche. C'est le garde champêtre, accompagné d'un gendarme, qui parcourt le bourg d'Aulnay et l'annonce à la population. Le 2 août, jour où l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et la France, une réunion extraordinaire du conseil municipal d'Aulnay-sous-Bois est convoquée. Les magasins d'alimentation ayant été dévalisés, décision est prise de constituer un approvisionnement d'urgence en farine, sucre, riz, pommes de terre, pour éviter la spéculation. Du 5 au 7 août, les hommes mobilisés rejoignent leurs unités. Le 15 août, les pleins pouvoirs sont donnés aux maires pour les approvisionnements d'urgence. Fin août, le petit poste de secours situé dans la plaine et inclus dans le réseau de défense du Grand Paris est renforcé. Un abattoir militaire est installé au pont de l'Union, ainsi que plusieurs centres de répartition, dont un au parc. En septembre se déroule la première bataille de la Marne. La guerre est aux portes de la ville. Rapidement, pour éviter la spéculation, la municipalité étudie l'achat direct de charbon aux mines du Nord. De nombreux stocks sont constitués, du sucre, des haricots, des lentilles. Les fermiers réunis, sociétés aulnaysiennes, garantissent la fourniture du lait à un prix fixe. Tout au long de la guerre, de nouvelles cartes de rationnement sont distribuées pour le sucre et le charbon. Dans le même temps, la municipalité doit régler des problèmes d'équipement collectif pour la ville, développer le réseau d'égouts, installer le début du réseau d'eau potable. L'État a multiplié les emprunts pour soutenir l'effort de guerre. La commune prévoit des impôts extraordinaires en 1918 pour agrandir les écoles, la poste, construire une caserne de gendarmerie et agrandir le cimetière. Pendant la Grande Guerre, la municipalité d'Aulnay, autour de son maire Isidore Nérat, a dû affronter une situation exceptionnelle, tout en assurant le fonctionnement d'une agglomération de 7000 habitants, dont 2000 de 18 à 60 ans sont mobilisés. Aulnay est proche du front et dès août 1914, les troupes bivouaquent ou stationnent dans la ville qui n'a pas les structures pour les accueillir. Le père Philly, curé de Saint-Sulpice, va noter sur son journal les événements de cet été. Le 265e d'infanterie et le 16e régiment d'artillerie se rendent au front, séjournent 3 semaines à Aulnay. Il y a des soldats partout. À nous seuls, le protectorat et moi, nous en logeons 700 et nous en sommes fiers. Les églises ouvrent dès 4h du matin. Nous préparons une ambulance de 50 lits avec tous ses accessoires. Cependant, nous entendons le canon tous les jours plus près. Bientôt, nous percevrons distinctement la fusillade, le piétinement des chevaux. L'horizon est de poussière et de feu. Le 6 septembre, l'ennemi semble tout près. À 1 ou 2 kilomètres, il est en effet à Dammartin. Tout le monde tremblait, les cloches s'étaient tues. Le 5e régiment de dragons, soit 400 hommes et leurs chevaux, cantonne le 6 septembre à Aulnay, qu'ils quittent le lendemain au son des trompettes. Le maire, Isidore Nérat, affiche bientôt la première liste des morts au combat sous le porche de la mairie, située dans le groupe scolaire du parc, place des écoles, l'actuelle place Jean-Claude Abriou. La victoire de la Marne éloigne Aulnay à l'arrière du front. Mais la guerre, que l'on croyait courte, s'installe dans la durée. L'économie de guerre connaît une profonde réorganisation. Tous les soldats mobilisés en première ligne, appartenant à des corps de métiers spécialisés, sont rapatriés à l'arrière pour y exercer leurs talents, notamment les ouvriers de l'armement, les armes et les munitions, et la boulangerie. Ces derniers sont surnommés les riz-pincelles par les poilus. Les 22e et 24e sections des commis ouvriers militaires s'installent école du bourg. Désormais, le front est à Soissons. Il faut nourrir des centaines de milliers de soldats qui vivent dans les tranchées. Quelques 550 000 indigènes, les soldats des troupes coloniales, ont rejoint les différents fronts tout au long du conflit. Les premières unités venues d'Afrique du Nord, des tirailleurs, des spahis, ont rejoint la France dès septembre 1914. L'armée a envoyé des soldats indo-chinois à Savigny. Ces ouvriers agricoles d'Asie sont employés en remplacement des agriculteurs partis au front. Selon le plan de Gallieni, ministre de la Guerre, en 1915, les travailleurs de cette région que l'on appelle l'Indochine avaient été recrutés pour assurer la relève dans les usines métropolitaines et près de 50 000 hommes s'engagèrent, suivis par plus de 40 000 en 1916. Eux pensaient se battre pour la France, mais les Asiatiques ont servi davantage comme manœuvre que comme combattants. Mais ceux qui se sont battus au chemin des Dames, en Alsace, à Salonique, ont démenti ce manque de confiance du commandement. Après la guerre, le sacrifice consenti a suscité chez eux, comme chez leurs frères d'âmes des empires coloniaux, un désir de reconnaissance, d'émancipation, qui conduira ces peuples à l'indépendance. Les premières batailles sur le front ont été sanglantes. Plus de 855 000 blessés sont évacués vers l'arrière entre août 14 et fin 1915.
75% d'entre eux sont victimes d'éclats d'obus. Face à une guerre désastreuse qui voit tomber les hommes par milliers, la prise en charge des blessés n'est absolument pas satisfaisante. L'armée française connaît un désastre sanitaire sans précédent. L'arrivée tardive des blessés dans les hôpitaux de l'arrière entraîne gangrène, septicémie. Aulnay-sous-Bois dispose déjà d'une structure médicale officielle, la maison de retraite Bigottini, propriété de l'assistance publique, qui est maintenant une maison de convalescence militaire pour blessés légers, les éclopés, qui attendent avec crainte leur retour au front. Le seul décès enregistré à Bigottini en octobre 1915 est celui d'un petit gars du Languedoc, Jules Lagrasse, décédé de plaies multiples causées par des éclats d'obus. Les femmes de France, affiliées à la Croix-Rouge, ont organisé une ambulance, c'est un poste de secours avec des lits, et demandent une subvention. En 1916, cette ambulance des Dames de France, installée dans le magasin Casino, proche de la place Jeanne d'Arc, n'abrite plus que 2 blessés. Les terribles ravages des armes modernes excluent l'amateurisme, même dévoué. La responsable organise néanmoins des distributions de soupe dans les écoles. Il faut penser aux vacances des enfants et leur éviter les dangers du vagabondage. Des classes de vacances sont prévues. Elles ne rencontrent pas un grand succès et seront abandonnées les étés suivants. Les directeurs, les institutrices des écoles demandent aux élus que le montant des prix scolaires dont ils font le sacrifice soit employé pour venir en aide à nos soldats qui défendent si courageusement le sol sacré de la patrie. La solidarité s'organise, envoi de pain aux prisonniers, de tabac, de chocolat aux soldats du front, fourniture de vêtements aux enfants démobilisés. À la fin de l'année 1914, l'armée française est en guenille, les dépôts militaires de vêtements sont vides. La municipalité accepte et subventionne la création d'un atelier de confection militaire dans l'actuelle rue Tournadour. L'atelier d'Aulnay reçoit une commande pour confectionner 1500 vestes, 1500 pantalons en laine bleu horizon, la nouvelle teinte des uniformes moins voyante que les pantalons et képis rouges du début de la guerre. Cet atelier aulnaysien est à l'image de ce qui se passe dans toutes les villes de France. Ce sont essentiellement les femmes qui font tourner les usines et dans les bureaux. La guerre est un accélérateur de l'histoire et leur émancipation est rapide. Au printemps 1918, le danger revient tout près d'Aulnay-sous-Bois. Paris est bombardé par des avions et d'énormes canons, dont la grosse Bertha tire sur la capitale depuis la forêt de Compiègne. En octobre, une épidémie inquiète le conseil municipal. S'agit-il de la terrible grippe espagnole qui, de février 1918 à janvier 1919, tua 25 millions de personnes dans le monde, alors que la Grande Guerre a fauché 14 millions. Aucun document de l'époque ne permet d'en savoir plus. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé à Retonde, dans l'Aisne. La guerre est finie, mais les difficultés quotidiennes ne le sont pas. Le conseil municipal du 28 novembre limite le prix de la viande de bœuf et annonce la livraison de 1000 boîtes de lait concentré pour les enfants. Aulnay-sous-Bois n'a connu ni les combats, ni l'occupation. Elle a cependant perdu 10% de sa population masculine, de jeunes hommes dont la plupart n'avaient pas 35 ans. Les registres de l'état civil recensent les noms des grandes batailles restées dans la mémoire collective, les Éparges, la Côte 104, le Mort-Homme. Ils rappellent aussi la dimension internationale du conflit. Gallipoli, la rade de Corfou, la Turquie seront les dernières visions des blessés aux Dardanelles, alors que d'autres succomberont en Italie, en Russie, en Extrême-Orient. Les soldats démobilisés et les 128 prisonniers de guerre regagneront peu à peu leur foyer. Ils retrouveront leur petite ville modernisée, la voirie améliorée, les écoles agrandies, une ville désormais de 10 000 habitants, augmentée par l'arrivée de réfugiés venant des départements dévastés du Nord. À la fin de la guerre, 1 350 000 noms seront gravés sur les différents monuments aux morts des 36 000 communes de France. À Aulnay, 256 soldats victimes de la guerre sont inscrits sur le monument commémoratif du cimetière du Vieux-Pays, orné d'une sculpture représentant une jeune orpheline. Sa forme pyramidale rend un hommage universel au sacrifice des combattants. Ce monument, dont la construction est votée par délibération du conseil municipal le 3 juillet 1921, fut financé par souscription publique. Le grand écrivain Paul Valéry, ancien combattant en 1919, déclara « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels ». Malheureusement, les leçons de l'histoire furent oubliées 20 ans plus tard.